scolaire est retenu à la marche blanche de la communauté scolaire ce matin. Près de 3000 personnes ont rendu hommage à Yohan Equinox. Ils ont parcouru des kilomètres pour dire non à la violence têtue qui ravage notre archipel. Les tout-petits peuvent désormais aller à l'école à Sainte-Rose. La commune a inauguré sa première classe de très petite section, une scolarisation précoce pour favoriser la socialisation et la réussite. Pas toujours apprécié à la maison et pourtant indispensable pour nos écosystèmes et notre bien-être, les pollinisateurs étaient à l'honneur au Parc national de la Guadeloupe. Une matinée pour sensibiliser les populations sur la nécessité de les préserver. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Ils étaient près de 3000 à s'être déplacés ce matin pour rendre hommage à Yohan Equinox. Une marche silencieuse pour dire stop à la violence. Patrick Curie, Nathalie Dinan. Professeurs et lycéens dans les rues ce matin pour rendre un vibrant hommage à Yohan Equinox, cet élève de seconde du lycée Chevalier de Saint-Georges, tué à coups de couteau mardi en fin d'après-midi. Quand on voit les raisons qui ont motivé cet assassinat, c'est vrai que ça interpelle beaucoup sur les valeurs humaines, etc. Donc cette manifestation s'est très bien déroulée dans un climat de sérénité extrême. C'était apaisé et malgré tout, le signal qui a été envoyé aujourd'hui était un signal fort pour toute la jeunesse guadeloupéenne pour que ces phénomènes de violence ne se reproduisent plus. Ils étaient plus de 3000 venus des 5 lycées des Abîmes, mais aussi d'autres communes pour crier leur ras-le-bol. Ils ont marché dans l'allée qui longe les 3 lycées jusqu'à l'endroit où Yohan est tombé. C'est primordial parce que c'est quelque chose de grand qu'on fait aujourd'hui. Pour moi, c'est le commencement d'une nouvelle ère parce qu'on a toujours fait des marches blanches organisées par des adultes et il y a toujours eu quelque chose comme ça après. Mais là, on veut pouvoir dire non et on a fait les démarches pour et je pense que ça devrait aller. Sincèrement, on n'est pas tranquille. Quand on est dans le lycée, ça va, mais dès qu'on sort, on se demande est-ce que je vais me faire braquer. Moi, personnellement, non, mais je sais que des amis à moi ont été déjà agressés. Ils ont justement eu affaire à des couteaux et c'est compliqué quand même, ça peut être très compliqué. Dans notre école aussi, il y a beaucoup de personnes qui se font braquer, racketter autour du lycée. Il y a des personnes qui pensent que comme la voiture de police reste près de notre lycée, on est plus sécurisé. Mais en tout cas, nous, élèves, on ne pense pas qu'on est plus sécurisé que d'autres. Ça nous concerne tous. Moi, personnellement, parce que c'est le petit frère d'un ami à moi, donc je me sens encore plus impliquée. Je ne le connaissais pas personnellement, mais aujourd'hui, ça s'est passé pour lui, ça aurait pu être pour nous. J'ai peur, peur. Faut dire que je vais prendre plus de précautions. Après, j'aurais préféré qu'il y ait plus de personnes qui nous encadrent aux sorties. Ça arrangerait les choses. Et oui, j'ai peur. Une marche organisée par les élèves pour dire non à la violence, pour dire plus jamais ça. Et sur leur passage, les petits de la Croix brandissaient des pancartes. C'est un signe fort aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé. C'est un signal vers les parents de Yohan pour savoir qu'ils ne seront pas seuls. Et je dirais que l'institution scolaire se doit d'être exemplaire sur ces moments-là et vraiment repousser toute cette violence et redonner du bon sens à la vie en Guadeloupe. C'est vrai que mes parents, maintenant, après l'accident qu'il y a eu, ils ont plus peur que je marche tout seul dehors pour aller chez moi. Par rapport aux autres lycéens, je pense que les parents aussi sont plus terrifiés que leurs enfants et le même problème, surtout que l'endroit ça s'est passé, c'est un arrêt de bus pour bus scolaire. L'école doit se poser des questions sur ce qui arrive, mais l'école aussi, si l'école n'est pas capable de porter des solutions, s'adapter, comprendre ce qui se passe, là il y aura une faille. La faille n'y est pas encore. La faille viendra si, après de tels événements, nous ne serons pas capables de nous asseoir tous ensemble, professionnels, politiques et autres, pour permettre à ces enfants de se construire et d'être autres que ce qu'ils voient. Des mesures ont été prises pour renforcer la sécurité des élèves aux abords des établissements scolaires. Mais cela sera-t-il suffisant pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise? Et la Guadeloupe est toujours plongée dans l'effroi depuis ce terrible drame. ATV Guadeloupe a souhaité savoir ce que vous pensez de cette vague de violence. Comment la combattre? On écoute vos réactions. Toutes les grandes messes ont été faites. Le programme de la région contre la jeunesse en déshérence, le plan Marshall,
les états généraux, tout a été fait. Créer des formations pour ces petits jeunes-là, enfin, pas jeunes seulement, c'est là qu'il y a dans l'état délinquant. Et pour nous, voici nous quoi progresser. Mais c'est pas pourquoi il a dit, ouais, ma foi, c'est métier, il faut habiter pour essayer d'aider. Nous tous, mettons-nous ensemble afin pour voir si nous avons une amélioration. Parce que moi, je travaille pas ni comme ça. Ce que je fais, c'est parler avec eux, discuter avec eux. Bon, ça veut dire que si on radio pas de tête, radio non pas comme ça dit, fait ça comme ça, au principalement. Vraiment maman bon moi volé, j'ai 19 ans. Après j'ai oublié ça, j'ai 19 ans, j'ai fait 3 jours. À l'époque quand j'ai 19 ans là pour voler, ça m'a marqué moi. Voler là ça bon moi, là ça vu moi leçon aussi. Et c'est pour ça qu'il fait tous les enfants, moi, quand je marche droite, je ne peux pas mauvais chemin. Pour éradiquer la violence, c'est déjà commencé par les parents. Bon Dieu, il y a une solution, parce que les jeunes, ils n'ont pas de bonne connaissance. Si nous vraiment de bonne connaissance, ils n'ont pas de fait, parce que c'est des bêtises, ça n'est pas bon. Mais il faut nous prier Dieu, il faut nous accepter prier Dieu, c'est tout, c'est ça. Vous savez, dans chaque commune, dans chaque section, tous les gens connaissent les drogués, les voyous, les voleurs, les machins, mais tout le monde se tait, personne ne dit rien du tout. C'est les maires de chaque commune à faire quelque chose pour essayer. Il faut commencer déjà par là. Il faut que chacun d'entre nous assume nos responsabilités, qu'on apprenne à s'aimer, qu'on apprenne à vivre, à cohabiter ensemble, le mieux vivre ensemble. L'exemple vient du haut, là, nous, c'est une chose qui rend nous complètement nous aussi. Il faut qu'à un moment donné, nous prenions responsabilité, nous. Est-ce que c'est jeunesse ça que nous voulons léguer à la Guadeloupe demain matin? Est-ce qu'on peut penser qu'un pays qui bat tout ça, on peut bailler? Si nous avons fait des butins qui ne sont pas bons, on va nous peut-être qu'il parler, enfin dire ça est bon, ça n'est pas bon. Pour nous voir si nous arrivons à améliorer. C'est voir si nous peut faire un bon travail. Et nous mettons ensemble pour nous faire la main dans la main. C'est ensemble, nous mettons ensemble, nous réfléchissons ensemble, nous trouvons des solutions ensemble, puisque nous toutes ces familles. Parce que là, la Guadeloupe, là où on Guadeloupe est réussi, c'est toute la Guadeloupe qui réussit. Mais là, on voit autant de petits gens qu'on va faire, c'est toute la Guadeloupe aussi qui en peine. Et l'évêque de Guadeloupe, Jean-Yves Riocreux, a lancé un appel à la prière. Il invite l'ensemble des catholiques à participer à une célébration en hommage aux jeunes lycéens. Elle aura lieu mardi 20 septembre à 18 h en l'église Saint-Luc de Bainbridge. Et les artisans ont jusqu'au 14 octobre pour élire le futur président de la Chambre de métiers et de l'artisanat. Les candidats font état de leur projet pour convaincre les électeurs. Hier, Simon Vainqueur, tête de liste des artisans du changement, présentait ses ambitions pour ce secteur au bord de l'asphyxie. Le reportage est signé Patrick Curie, Moïse Dexter, Nathalie Dinan. Simon Vainqueur, artisan, boucher, charcutier, traiteur depuis 32 ans, a décidé de se lancer dans la bataille. Il est l'un des candidats à briguer le poste de président de la Chambre des métiers. La Chambre des métiers, c'est une institution consulaire qui est gérée depuis plus de 11 ans par une équipe en place. Et nous voulons apporter une nouvelle vision, à savoir, vous savez, les artisans sont un petit peu isolés, laissés pour compte. Et nous voulons intervenir sur plusieurs domaines. Remettre l'artisan au cœur de la Chambre, qui est notre slogan phare. L'une de ses priorités, rétablir la confiance et les liens entre la Chambre et les artisans et réorganiser les secteurs. Ce que nous voulons faire, c'est déjà remettre l'artisan au cœur de la Chambre, c'est-à-dire il faut que l'artisan s'approprie la Chambre de métier, parce que bon nombre d'artisans, nous avons constaté, ne connaissent pas la Chambre de métier aujourd'hui. Donc déjà mettre l'artisan au cœur de la Chambre et puis réorganiser toutes les organisations professionnelles pour pouvoir donner une force à cette entité qui devrait prendre une part importante de l'économie guadeloupéenne. Un changement qui passe par une équipe de jeunes, de femmes et d'hommes expérimentés. Notre équipe est composée de diverses personnes, de jeunes, de très jeunes chefs d'entreprise. Nous avons aussi des moins jeunes et nous avons aussi des seniors, bien évidemment, puisque l'expérience compte pour beaucoup. Donc nous avons des personnes de tout corps de métier, puisque vous savez qu'à la Chambre de métier, il y a quand même 4 grands collèges. Donc je ne vais pas vous les répéter, vous les connaissez aussi bien que moi. Mais nous avons su faire un panachage de personnes, surtout des personnes avec une certaine compétence, je le dis bien, il faut de la compétence. Et l'équipe qu'on présente aujourd'hui, c'est des personnes qui sont référentes, parce que nous avons fait de notre campagne une priorité, à savoir, il y a l'éthique, la référence professionnelle et l'engagement. Une équipe autour de Simon Vainqueur, prête à mettre ses compétences au service de ses pairs.
Et un autre candidat nous a rejoint sur ce plateau ce soir. Patrick Chouan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le chef de file de la liste Engagement et Action au cœur des métiers. Alors, nous l'avons vu hier soir avec Franck Lasserre, qui était à votre place hier soir. Le secteur est en grande difficulté. Beaucoup d'artisans se disent inquiets, au bord de l'asphyxie, qui n'ont plus les moyens de subvenir à leurs besoins. Quels sont, en fait, finalement, vos projets, vos arguments pour aider à changer la situation? En fait, c'est l'économie tout entière qui va mal dans notre département, mais c'est aussi mondial. Alors, je vais vous dire une chose. Nous n'avons pas, bien évidemment, de solution miracle, mais nous ferons tout. Nous mettrons tout en œuvre pour accompagner les chefs d'entreprise. Alors, la Chambre de métiers, au-delà de l'aspect administratif qui tient le répertoire des métiers, la Chambre des métiers aussi doit accompagner les chefs d'entreprise, les collaborateurs et les salariés de ces entreprises-là. Donc, en mettant en œuvre un dispositif d'accompagnement basé pour nous, pour notre liste, sur un véritable, je dirais, observatoire des métiers. À partir de cet observatoire des métiers, nous allons pouvoir répondre de manière efficace sur les véritables besoins de l'artisanat et surtout du chef d'entreprise. Aujourd'hui, le slogan « L'entreprise, l'artisanat, la première entreprise de France », c'est aussi valable pour la Guadeloupe, c'est la première entreprise de Guadeloupe, mais nous constatons que cette première entreprise de Guadeloupe est en difficulté. Il ne suffit pas de répondre à ce slogan et de galvauder ce slogan, mais il faut faire des choses pour accompagner cette première entreprise. Qu'avez-vous justement l'intention de faire? Quelles sont vos mesures phares? Alors, en matière de mesures sur l'aspect accompagnement des chefs d'entreprise, le dispositif que nous voulons mettre en place, c'est tout d'abord le fondement de l'observatoire. Donc, je parlais de l'observatoire qui doit permettre d'avoir des éléments quantitatifs pour permettre aux chefs d'entreprise de prendre les décisions justes. Et aussi, la Chambre doit pouvoir avoir des experts autour de cette Chambre-là pour accompagner ces chefs d'entreprise dans leurs difficultés, parce qu'aujourd'hui, le chef d'entreprise artisanal, il fait tout dans son entreprise. Il est à la fois le directeur de production, le directeur du service administratif, le directeur du service financier. Vous comprenez bien que c'est un magicien dans son art, mais ce n'est pas un magicien pour gérer l'ensemble de ses services dans l'entreprise. Il doit pouvoir se consacrer à son métier et la Chambre à côté doit pouvoir accompagner ce chef d'entreprise. Mais au-delà de l'accompagnement des chefs d'entreprise, la Chambre aussi a une mission de formation professionnelle. Et aujourd'hui, pour nous, c'est notre cheval de bataille. L'apprentissage, pour nous, est véritablement notre cheval de bataille. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de laisser les jeunes sur le bas-côté de la route. Patrick Chouan, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'il existe une structure qui s'appelle l'URMA. Vous êtes tous d'accord pour dire que la formation est le cheval de bataille. C'est un échec, cet établissement? Non, l'URMA, c'est un outil, je dirais, d'excellence. Après, il faut faire fonctionner cet outil. C'est comme un gros bateau qu'il faut manœuvrer. Alors, il faut avoir véritablement les moyens de manœuvrer ce bateau-là. Donc, l'URMA est véritablement un outil qui est à la disposition de la Chambre pour assurer la formation professionnelle. Mais maintenant aussi, il y a la qualité de la formation. Donc, c'est pour ça que nous disons, nous devons redynamiser l'ensemble des formations sur l'ensemble des métiers de l'artisanat. Il est inadmissible aujourd'hui qu'il n'y ait pas une formation sur les métiers de la mode, sur la carrosserie automobile. Mes amis de la carrosserie comprennent bien, parce que moi, je suis allé sur le terrain et je suis un homme de terrain. Je remonte ces informations-là. Patrick Chouan, tout le monde parle de gestion. Franck Lasserre, vous, M. Vainqueur. Finalement, l'ancienne équipe a failli là-dedans. Rien n'était fait. Non, moi, je ne me positionne pas sur ce qu'a fait l'ancienne équipe. Je crois que dans le monde artisanal, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Nous sommes sur la construction d'autre chose. Chacun apporte sa pierre, donc l'équipe en place a porté le relais. Maintenant, nous allons prendre le relais pour faire autrement ou sinon pour améliorer ce qui a été fait. Donc, je disais, le dispositif de redynamisation de la formation professionnelle et surtout signer des accords cadres avec l'ensemble des organismes d'insertion pour les jeunes. Notre priorité, ça sera l'apprentissage.
il est inconcevable qu'on puisse laisser des jeunes au bord de la route parce que l'artisanat peut offrir des perspectives d'avenir pour ces jeunes. Aujourd'hui, il faut mettre les jeunes guadeloupéens au travail. Patrick Chouan, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Est-ce que vous saviez qu'il existe des classes pouvant accueillir les enfants dès l'âge de 2 ans? Oui, je suppose que... Il en existe 40 en tout cas en Guadeloupe. La ville de Sainte-Rose vient d'inaugurer la sienne à l'école de la Boucan. On regarde ensemble le reportage de Linda Kayarsi. Ils ont moins de 3 ans et déjà ils sont prêts pour la grande aventure de l'école grâce à la TPS, la très petite section. Alors déjà nous travaillons beaucoup autour du langage, développer le langage chez les tout petits, beaucoup de motricité également et puis toutes les activités qui peuvent permettre d'éveiller les enfants. On goûte, autour des 5 sens, il y a beaucoup d'activités à faire. En tout, ils seront 20 tout petits à jouer et à apprendre dans cette classe spécialement aménagée. Lisa voit dans cette TPS la passerelle nécessaire à sa fille pour bien aborder la petite section. Et d'ailleurs, je trouve que ça fait un petit peu comme la métropole. Donc je pense qu'on doit continuer comme ça. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de petites sections et c'est beau aussi pour les parents qui travaillent. Ça permet de dépanner aussi. Et ça apprendra aux enfants de connaître plus de choses aussi, je pense. Ces jeunes pousses l'ignorent, mais ils viennent gonfler les effectifs des très petites sections de l'académie. Lille comptabilise 41 TPS. Mon objectif aujourd'hui, c'est que les communes s'engagent comme celle de la commune de Sainte-Rose pour pouvoir scolariser très tôt les enfants, pour pouvoir mieux les former, les socialiser très vite et que très vite ils rentrent dans une dynamique de réussite pour pouvoir ensuite mieux réussir leur parcours d'études pour ensuite s'épanouir dans un emploi. La municipalité aura déboursé 60 000 € pour ouvrir cette TPS située en plein cœur de la Boucan, un quartier d'éducation prioritaire. Un défi que nous avons gagné, puisque depuis notre arrivée en 2014, nous avons constaté qu'il y avait une très forte demande pour les enfants de très petite section. Malheureusement, toutes les écoles maternelles ne peuvent pas recevoir d'enfants de très petite section. Éventuellement, un enseignant accepte de recevoir un enfant, mais ce n'est pas toujours évident. Donc nous avons mené une réflexion et sur le terrain, nous nous sommes rendus compte que c'était une évidence, donc il fallait agir. Dès lundi, par groupe de 5, ces petits écoliers feront leur vraie rentrée. Et les riverains de la zone La Retraite à Baie-Mahault peuvent de nouveau emprunter le pont de la Ravine. Celui-ci était impraticable depuis plus d'1 mois. Il a été reconstruit avec le soutien financier du conseil départemental. Reportage Isabelle Hameau. Les travaux n'ont duré qu'1 mois. Le pont de la Ravine Ouaroman, dans le secteur de La Retraite, a été reconstruit. Son état de vétusté avait été constaté par la municipalité. Nous avons vu les choses parce que vous saviez, depuis tantôt, nous sommes une équipe, effectivement, avec notre ancien maire. Nous avions pris l'habitude de faire du terrain. Nous n'avions pas peur de rentrer regarder l'état des choses, baisser la tête, mettre le coup là où il faut. Et nous nous sommes rendus compte de l'état, en tout cas de dangerosité de cet ouvrage-là. C'est la raison pour laquelle le maire à l'époque a interpellé le conseil départemental. J'ai pris la suite et aujourd'hui, on en a fait une priorité et c'est devenu ce que vous voyez aujourd'hui. Ce chantier débuté le 5 août faisait partie de la 50aine d'ouvrages qui entravaient la sécurité des riverains. L'urgence imposait de nouvelles techniques de construction pour permettre d'accélérer les travaux. On a opté pour une technique plutôt innovante qui consiste à installer des éléments préfabriqués. On a gagné en temps sur la réalisation des travaux proprement dits. Au lieu d'avoir 3-4 mois de réalisation, vous pouvez le constater ici, en 1 mois et 10 jours, grosso modo, on a terminé les travaux. On en a profité pour pouvoir élargir un petit peu ce pont-là en le dotant de cheminements piétons de part et d'autre. Auparavant, cela n'existe pas. C'est un confort supplémentaire apporté aux usagers de la route départementale numéro 2. Cette nouvelle route pourra inciter les automobilistes à la vitesse. La zone deviendra sous peu une agglomération. Le souhait que je formule, c'est qu'en attendant que le maire prenne la délibération pour que tout le quartier, toute la zone soit en agglomération, il est important que tout un chacun lève le pied pour éviter des accidents. La circulation est possible depuis cet après-midi. Les travaux ont consisté à la démolition et reconstruction de l'ouvrage pour un montant global de 500 000 €. Restez avec nous dans quelques minutes. Le témoignage de marins pêcheurs.
Est-ce toujours un métier d'avenir? Vous entendrez en tout cas leur réaction dans ce journal. Et puis notre deuxième invitée, Tagé, sera avec nous dans quelques minutes. Elle nous présentera son dernier single, Plifo. Nous avons souhaité connaître les filières porteuses d'emploi en Guadeloupe. Ce soir, nous nous sommes intéressés au secteur de la pêche, en proie à de nombreuses difficultés et contraintes. Est-ce toujours un métier d'avenir? ATV Guadeloupe au cœur de votre vie quotidienne, avec ce reportage de Karen Diam. Parmi les plus vieux métiers du monde, celui de pêcheur, une profession qui autrefois était en plein développement. Du temps de mon père, on pouvait mettre des madères à cuire avec des poillons et dire qu'on va chercher 2 kilos de poisson pour manger. Là actuellement, si on met de l'eau à bouillir, on va trouver le canari. Vu le poisson, c'est même pas. On peut rester 2 heures, 3 heures, voire une journée sans pêcher un poisson. Donc, et puis il y avait cette question dans le temps. Ils n'arrivaient pas, il y a le problème de DCP. Les DCP à l'époque, ils n'étaient pas aussi loin. Bon, il n'y en avait pas autant aussi. Donc le poisson, quand il trouve un DCP, un DCP, c'est un dispositif de concentration pour poisson, bien évidemment. À l'époque, il n'y avait qu'un seul DCP, 1, 2 ou 3. Les collègues n'avaient pas autant, donc les poissons, il y avait une grosse concentration de poissons. Donc on allait, le poisson, il était plus régulier, on va dire. Là, en ce moment, c'est aléatoire. On peut faire une semaine pêcher convenablement, correctement, c'est-à-dire faire une sortie à 100 kg de poissons par jour, voire 150, et aussi rester 2 ou 3 mois, sortir, faire juste le carburant, 15-20 kg et même voir quelques parties bredouilles. Marin-pêcheur, depuis une dizaine d'années, Laurent a bien du mal à voir l'avenir de ce métier. Les jeunes, là, ça va être difficile puisque déjà, il y a les formations, il faut passer des formations. Et de nos jours, après la formation, il faut déjà que les collectivités, la banque, tout ça, puissent aider à soi-disant valider les crédits. Parce que de nos jours, si on va faire une demande, par exemple, quel que soit son crédit de voiture ou quoi que ce soit, de bateau pour des moteurs, la banque ne finance pas les marins pêcheurs. Parce que même crédit moderne ou la sographie, parce qu'il y en a qui ont abusé, donc les bons passent pour les mauvais. Donc ce qui fait que de nos jours, faire la pêche de nos jours, ça demande beaucoup. Parce que avec tous les problèmes des poissons contaminés. Moi, je fais du pélagique, pour le moment, ça va. Ils n'ont pas encore trouvé des microbes sur les dorades, les thons, les marlins. Pour le moment, j'arrive quand même à m'en sortir, on va dire, nourrir ma famille. Mais pour ceux qui arrivent derrière, comme mon fils, je ne pense pas que je vais le conseiller de faire ça. S'il veut faire la marine, je vais lui conseiller de faire des études pour être commandant de bord dans un bateau de croisière, mais pas pêcheur, parce que ça va être compliqué de plus en plus. Avec un tissu économique en perpétuelle évolution, il semble que les métiers d'autrefois aient du mal à trouver leur place dans le développement économique de l'archipel. Et ce matin, une opération de sensibilisation était organisée autour des pollinisateurs de Guadeloupe au Parc national à Saint-Claude. Une action mise en place grâce au concours des associations Apigua et J'ose la nature, ainsi que du conseil départemental. Jacques Canval, Moïse Dexter. Lorsque l'on dit pollinisateur, on pense immédiatement au miel et autres produits de la ruche. Il existe cependant bien d'autres agents qui participent au processus de pollinisation, facteur indispensable à la reproduction de nombreux végétaux. Les activités humaines participent depuis longtemps à l'érosion de ces ouvriers de la nature et si l'on y prend garde, c'est tout un pan des richesses de l'archipel qui risque de disparaître. On se rend compte que les pollinisateurs, aussi bien domestiques que sauvages, sont des éléments essentiels dans la pollinisation des plantes à fleurs et en particulier des plantes alimentaires. Les pratiques humaines d'urbanisation, de déboisement et d'agriculture parfois consommatrice de produits phytosanitaires ont pour conséquence la diminution du nombre de ces pollinisateurs. L'Apigua, le Parc national et le Conseil général se sont associés ce matin à Saint-Claude pour proposer des alternatives en termes de développement endogène basé sur la valorisation raisonnée des ressources locales. Nous voulons mettre en place des jardins partagés, des petits jardins créoles, mais où on va laisser des coins sauvages de végétation spontanée où pourront se développer des insectes, des
pollinisateurs, notamment des abeilles sauvages. Et derrière ça, il y a un fort volet de communication envers la population pour dire à la population de laisser dans leur jardin des coins sauvages, des coins de végétation spontanée pour permettre la protection de ces pollinisateurs. L'excellence environnementale de la Guadeloupe a été reconnue par l'UNESCO en tant que réserve mondiale de la biosphère. Notre miel s'est bâti une solide réputation sur le plan national. Attention à ne pas endommager par nos comportements ce précieux héritage. Les jeunes artistes zouk tendent à chanter du zouk love, proche parfois du R&B. Elles ont choisi de revenir à la quintessence même de cette musique. Tajé, bonsoir. Bonsoir. Tej, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation merci ce soir. Vous faites partie du groupe TNS. Normalement, vous êtes deux, mais votre sœur n'est pas là. Alors, c'est l'histoire de deux sœurs, toutes les deux se découvrant un talent et une passion pour la musique. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement votre histoire, comment cela a commencé? Alors, TNS est un duo composé de deux sœurs, dont T pour Tej, S pour Sonaria. On a commencé à chanter à l'église, d'accord. On a formé une petite chorale entre sœurs, 4 sœurs, qui était dirigée par notre sœur aînée Alicia, qui est chanteuse de gospel. D'accord. Par la suite, j'ai effectué la comédie musicale La Rue Zabim avec Pascal Vallot en 2017. On a fait de nombreux plateaux communaux, d'accord. Nous avons, Sonaria étant collégienne, elle a participé au FIZ, le Festival international du Zouk, où elle s'est retrouvée dans les 3 derniers sur le plateau final. D'accord. En 2007, voilà, j'ai fait Pascal Vallot. Et ce qui lance le duo, c'est en 2013, la rencontre avec Eric Vergel. Qui a été décisive. Voilà. Et on a lancé le titre Love en nous sacré, d'accord, qui a été écrit et composé par lui. Donc aujourd'hui, on revient vers vous, forte, avec détermination, pour vous présenter notre nouveau single, Plus fort. D'ailleurs, on va regarder tout de suite un extrait de ce clip. C'est une exclusivité pour ATV Guadeloupe, puisque le clip a été dévoilé au grand public aujourd'hui. On regarde. Quelle a été votre source d'inspiration? Alors, pour Plus fort, on a voulu vraiment mettre l'accent sur les femmes fortes, femmes potomitantes, femmes courage qui se battent tous les jours pour pouvoir arriver. Il y a des mères de famille qui se battent pour élever leurs enfants. Donc, on s'est dit, pourquoi pas parler de ça, parce qu'on vient d'une famille de 8 enfants. Donc, nos parents ont galéré pour nous élever et être celles que nous sommes aujourd'hui. Donc, on a voulu vraiment mettre un point sur cette femme, voilà, cette femme forte. Finalement, qui était votre mère. Voilà. Enfin, qui est votre mère. Voilà. Pour ce 4e single, vous avez fait appel à la plume d'une artiste bien connue, Métiès. Oui. Comment s'est passée la collaboration? En fait, Métiès, la composition a été faite par Staniski de Martinique, qui nous a d'abord fait la composition et qui nous a demandé est-ce qu'on voulait une écriture. Donc, on lui a dit pourquoi pas. Et il nous a proposé Métiès. Donc, du coup, on est rentré en contact avec Métiès, qui automatiquement a accepté de bosser avec nous. Donc, on s'est retrouvés en studio et Plus fort est sorti. Voilà. Beaucoup d'artistes de votre génération font le choix de faire une musique zouk un peu plus R&B, j'ai envie de dire, parce que c'est beaucoup plus facile à exporter. Pourquoi vous n'êtes pas laissé tenter finalement par cette vague? En fait, on a choisi de faire la musique qui nous a bercés. On a grandi avec
le zouk des années 80-90. Après cela ne nous empêche pas de faire du zouk R&B, du zouk compas, du zouk pop. L'important pour nous, c'est de faire une musique de qualité et d'aller vers nos idées, voilà. Vraiment de proposer une musique enrichissante au public. Et qui parle au public. Voilà. Tej, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ce soir, je vois que le single est déjà en vente. Oui, on a la sortie du EP 4 titres qui est sorti aussi aujourd'hui avec le clip qui comporte nos 4 morceaux de 2013 à 2016. Donc là, on va nous sacrer les mots Take It et Plus Fort. Et on continue à parler musique, patrimoine de chez nous. Vous savez, les journées européennes du patrimoine auront lieu ce week-end. Oui. La ville de Basse-Terre a décidé en tout cas d'ouvrir tous ses édifices. On regarde le reportage de Karen Diama. La ville de Basse-Terre se devait de participer aux Journées européennes du patrimoine. Nous faisons quand même partie du réseau du label Ville d'Art et d'Histoire depuis 1995 et nous avons pu bénéficier de ce label de par les différents sites culturels et patrimoniaux dont nous disposons dans la ville de Basse-Terre, sur le territoire de la ville de Basse-Terre. En l'occurrence, bon, je vais d'abord vous dire bien entendu le Fort Louis d'Elgrès. Nous avons également le lycée Gervais-Griache, nous avons l'Arsenal, nous avons qui reste quand même une propriété privée. Nous avons la cathédrale de Basse-Terre, nous avons la cathédrale du Mont-Carmel, de nombreux sites qui nous ont permis de bénéficier de ce label. Alors pour valoriser au mieux cette richesse culturelle, la municipalité a mis en place plusieurs visites de ces sites historiques à destination des plus jeunes, déjà friands d'informations. Bienvenue dans la ville de Basse-Terre. Alors, qui peut me dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Présentez votre classe et pourquoi vous êtes là aujourd'hui? On est là parce qu'on va visiter la mairie. Bien. Et qui est déjà entré dans la mairie? Ah, tout le monde, c'est formidable. Pendant 1 heure, les élèves découvriront le patrimoine abrité par l'hôtel de ville. Je vous dis que le sud est de ce côté. D'accord? Alors, au sud, qu'est-ce qui se passe au sud? Au sud, là, nous avons un monument historique au sud. D'accord. Le monument historique le plus connu. Le Fort d'Elgrès. Le Fort d'Elgrès. Le Fort d'Elgrès est vers le sud. D'accord? Nous avons bien sûr découvert ce que c'est d'abord que le patrimoine et la citoyenneté. Et le lieu idéal, évidemment, c'est l'hôtel de ville. Et donc, nous avons défini un peu tout cela. On a parlé d'histoire, donc la date de construction de l'hôtel de ville, à quoi ça sert. Et les jeunes, eh bien, ils se sont prêtés au jeu, ils ont expliqué, ils ont décrit les œuvres de Georges Rohner. Et c'était formidable, comme à chaque fois. À la fin de l'heure, il était temps pour les enfants de faire le point sur ce qu'ils avaient retenu. En fait, on a vu les 8 œuvres de Georges Rohner. Elles ont été spécialisées récemment. Nous avons vu que sur l'hôtel de ville, il y a une horloge ancienne. Nous avons vu les mots liberté, égalité et fraternité. J'ai retenu qu'on a vu des peintures où il y avait des pêcheurs. J'ai retenu environ toutes les peintures qui avaient des costumes très anciens dans les peintures et il y avait des costumes un peu modernes. La mairie et le patrimoine sont des choses très importantes qu'il ne faut pas laisser tomber et que comme on nous les a transmis, il faudra transmettre aussi aux générations suivantes, qu'il faudra beaucoup le conserver, il ne faudra pas laisser tomber notre patrimoine. Et voilà. De par son travail de transmission qui dure depuis maintenant 20 ans, la ville de Basse-Terre souhaite transmettre de génération en génération ce riche patrimoine historique. Et la ville de Petit-Bourg, elle, a décidé de miser sur le tourisme religieux. Reportage Linda Kayarsi. L'église de Notre-Dame de Bonport a ouvert ses portes au public pour livrer ses particularités architecturales et historiques. J'ai demandé à monsieur le curé qui est nouveau, qui ne connaît pas l'histoire. Et moi, on a appris beaucoup l'histoire avec monsieur Boussillon, qui a plusieurs livres. On a beaucoup de livres sortis par monsieur Boussillon, qui nous donne l'histoire de Petit-Bourg, de l'église de Petit-Bourg, de Cyclone qui a été détruite et tout. Mais je trouve que c'est quelque chose de très intéressant
mais c'est une journée très agréable et je n'aurais pas pu ne pas être là. Inaugurée en 1932, cette église, œuvre de l'architecte Ali Tur, est la 4e construite sur la commune, un patrimoine commun où émerge la citoyenneté. Comment est née cette église Notre-Dame de Beauport? Comment est-ce que l'église, avec l'État, contribue à la formation de l'homme? Voilà. Comment nous, en Guadeloupe, avec cette mosaïque ethnique que nous avons, cette richesse plurielle que nous avons cette faculté de nous ouvrir au monde. Nous sommes le monde lorsque nous sommes antillais. Pour cette journée européenne du patrimoine, d'autres édifices religieux comme l'église évangéliste ou encore le cimetière de Blonde font partie du circuit découverte. Pourquoi? Tout simplement parce que nous constatons qu'avec les phénomènes de la mondialisation, le sacré a disparu, les symboles ont disparu, l'éducation est en perte de vitesse et surtout, on parle beaucoup de globalisation économique, globalisation sociale, on parle d'insertion sociale, on parle de faire ensemble, mais on oublie et on ne prend pas un temps pour s'arrêter sur la globalité humaine. En résumé, revenir aux valeurs morales et sacrées pour une société plus sereine. Mais avant de découvrir ces somptueux édifices, vous aurez toujours la possibilité de vous rendre demain pour faire un don du sang. Demain à la Poste au bourg de Lamentin, de 8h30 à 13h, vous attendent les équipes de l'établissement français du sang. Et puis la Guadeloupe est toujours placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Soyez donc prudents sur les routes. Et enfin, si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 71 2 fois ou à nous envoyer un email à notre adresse rédaction@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.